parler pas de le droit constitutionnel du Sénégal, je ne vais pas parler de la démocratie ici, nous avons beaucoup d'experts ici pour ça, mais je veux parler de les tendances générales des réformes constitutionnelles. Dans mon expérience, je suis chef de notre programme sur les réformes constitutionnelles et des internationales. Et dans ce rôle, j'ai eu la chance et l'honneur d'être dans plus de 20 pays à travers le monde qui sont en train de faire les réformes constitutionnelles. Et je veux aujourd'hui partager des expériences, des leçons apprises des autres pays, peut-être, qui sont utiles à vous pour réfléchir sur les réformes constitutionnelles ici au Sénégal. Donc, je commence avec une question. Combien de pays dans le monde, maintenant, en 2024, sont en train de faire une réforme constitutionnelle? Et je ne parle pas des réformes spécifiques, des changements spécifiques, mais je parle de réformes générales, une révision de la Constitution. 1, 3, 5, 10, quelqu'un a une idée? C'est plus de 20 pays dans le monde maintenant qui sont en train de faire des réformes constitutionnelles. Et ça, c'est le cas chaque année. Environ 20 pays. Donc, un pays sur 10 dans le monde sont en train de faire des réformes constitutionnelles. Ça veut dire que les constitutions qu'on pense normalement qui sont assez stables, durables, ne sont pas assez stables qu'on imagine. L'autre fait que je veux vous présenter, c'est que les derniers 5-6 ans, depuis 2018, il y a combien de pays qui ont pris ce processus de réforme constitutionnelle en bonne conclusion? Ça veut dire une nouvelle constitution, avec des changements majeurs. Il y a 12 ou 13 pays dans le monde qui ont une nouvelle constitution depuis 2018. Et toutes et 12 sont dans les contextes unilatéraux ou autoritaires. Donc, depuis 2018, il n'y a aucun pays dans un contexte démocratique, dans une manière inclusive, qui a promulgué une nouvelle constitution. Et on peut réfléchir sur cette part avec diverses questions. Peut-être on peut arriver à les questions dans la discussion, mais une tendance générale que je veux laisser avec vous, c'est qu'elle devient plus en plus difficile de changer une constitution dans une manière inclusive. Et, ok, concernant le contenu des constitutions, qu'est-ce que c'est la tendance qu'on vous donne un point de vue global comparatif? La première chose à dire, que les constitutions deviennent plus longues et plus détaillées. En particulier, davantage de droits sont inclus dans la Constitution et plus de détails sur les structures et les processus des institutions de l'État. En outre, les constitutions promeuvent de plus en plus de valeurs et de principes, plutôt que se limiter à un cadre procédural. Donc, la Constitution ne se limite pas à fournir une base, seulement une base pour la gouvernance, mais comme un mécanisme pour promouvoir certaines valeurs de gouvernance, notamment la démocratie, l'état de droit et les droits des hommes. Aucune constitution peut garantir ces choses, mais des règles plus détaillées peuvent être importantes pour rendre plus difficile de s'en écarter. Il est noté cependant que de nombreuses constitutions de le monde francophone sont quelque peu réticentes à cette tendance, à fournir plus de détails dans la Constitution. Dans le monde francophone, la tendance est toujours à laisser un grand pas à la discrétion de la majorité politique. Je comprends que cela fait part de la tradition juridique francophone, mais il sera intéressant de voir si et comment cela changera dans les années à venir. Les autres experts ont dit qu'ils ont vraiment des lacunes, on dit en anglais, lacunes, on dit aussi en français, dans le cadre constitutionnel et légal, que peut-être il y a 20 ans ou 30 ans, on pourrait imaginer que la majorité politique peut remplir cette lacune.
mais ici, de plus en plus, on veut mettre les détails dans la loi, dans la Constitution, dans la loi organique. Passons au processus d'élaboration de la Constitution. D'après mon expérience, les processus de réforme constitutionnelle se composent de 3 éléments: technique, social et politique. Et lors de la conception du processus, des erreurs sont souvent commises en priorisant un de ces éléments au détriment des autres. Premièrement, le processus est surtout un processus politique. La Constitution détermine l'accès au et le contrôle du pouvoir public. Elle crée un système qui sera exploité par les acteurs politiques. Elle est donc d'une potence primordiale que les forces politiques soient au roulant du processus. Une question cruciale ici est quelle force politique? En bref, l'objectif est d'avoir une inclusion aussi large que possible, mais sans créer trop d'acteurs qui peuvent bloquer ou opposer leur veto au processus. Mais évidemment, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Deuxièmement, même que la Constitution est une chose politique, elle encadre aussi la relation de la société avec l'État, des citoyens avec le gouvernement. Donc la Constitution, après tout, n'est pas un acte de gouvernement. C'est quelque chose qui vient avant du gouvernement. C'est un acte d'un peuple qui crée un gouvernement. Et donc les gens doivent participer. Mais quelles personnes et comment? Seulement par un référendum, ça suffit? Ou devrait-il avoir des autres formes d'engagement? Quelqu'un a dit que le peuple doit décider. Mais premièrement, il fait que quelqu'un décide qui sont les peuples. Et à cet égard, la conception du processus, y compris la manière dont les citoyens participeront, est cruciale. Troisièmement, l'expertise. Même que la Constitution doit être un document du peuple, on ne peut nier qu'il s'agit aussi d'un processus technique nécessitant certains types d'expertise. Quel type d'expertise? Les avocats les juristes sont inévitablement nécessaires, en particulier ceux qui ont une connaissance approfondie du fonctionnement de la Constitution actuelle. Mais de nos jours, on voit aussi des autres profils dans les organes qui sont chargés de la révision de la Constitution. Par exemple, on a travaillé beaucoup avec votre voisin en la Gambie. Et là-bas, la commission de la révision de la Constitution comptait également avec les juristes, un journaliste, un expert de santé publique et un représentant de la société civile. Des connaissances comparatives. La chose la plus importante est que la Constitution est adaptée au contexte. Il n'y a pas grand-chose à faire en prenant des idées, des mécanismes, des institutions de la Constitution de notre pays et en espérant que cela fonctionnera de la même manière dans votre pays. Cependant, je vois dans de nombreux cas que la connaissance comparative peut aider à élargir l'imagination constitutionnelle. Déclencher des idées qui ne seraient pas là autrement. En fin de compte, il est important que les idées des autres endroits soient adaptées et pas adoptées en bloc. Mais comprendre comment les autres pays ont abordé des défis similaires peut être utile pour résoudre des propres problèmes et pour augmenter le nombre d'options sur la table. Et ça peut aider à trouver le consensus. Je conclue avec 3 ou 4 leçons générales tirées de différents processus. Ce sont ceux, je dirais, qui reviennent le plus fréquemment. Les possibilités de réforme peuvent disparaître. Le premier, les possibilités de réforme peuvent disparaître rapidement. Les fenêtres pour la réforme, la possibilité d'avoir une réforme importante peut disparaître rapidement. Il est important d'être dynamique et d'aller de l'avant avant que les autres questions ne fassent de la réforme constitutionnelle une priorité politique inférieure. Pour le gouvernement, il faut chercher un large engagement et un large consensus dès le début du processus, y compris un consensus sur la façon dont le processus se déroulera. Et on a communiqué le même message aujourd'hui au gouvernement. Pour la société civile, ne soyez pas réactifs, soyez proactifs.
Il n'est jamais trop tôt pour vous renseigner sur les questions clés et commencer à formuler vos positions de plaidoyer. Et je comprends qu'aujourd'hui, on veut envoyer des recommandations, des positions déjà au gouvernement pour les réformes constitutionnelles. Ça me fait très content parce que je vois trop souvent dans les autres pays la société civile, l'académie dans une position réactive, prête à critiquer le gouvernement, mais timide à donner ses idées. Donc j'étais très content de sentir cette idée d'aller avant. La troisième chose, n'essayez pas de séparer les trois éléments, social, politique et technique. Les trois éléments doivent travailler ensemble et se soutenir mutuellement. J'ai vu ce matin un représentant du bureau de le président, avec la société civile, avec la Camédie, et tout le monde était amis, et il me semble vraiment des partenaires. Mais ça, c'est seulement le début. Il faut toujours travailler sur cette partnership durant le processus. La dernière chose, ne visez pas la Constitution ou les solutions parfaites. De nombreux processus échouent parce qu'ils sont trop ambitieux. Tente de changer trop de choses pour lesquelles il n'y a pas assez de soutien politique ou social. Il vaut mieux trouver quelques changements qui ont un large consensus et qui peuvent améliorer la Constitution dans une petite manière que de passer beaucoup de temps à chercher à tout rendre parfait et à la fin de ne rien changer parce que le soutien n'était pas là. Merci beaucoup pour votre attention et votre patience.